Salut les petits chanceux, les fans des mangeurs de livres. Vous êtes chanceux, vous savez pourquoi? Parce que vous avez deux podcasts dans la même journée. C'est pas beau ça? J'allais aller me coucher, je me baladais dans ma bibliothèque et j'ai vu un petit bouquin encore. De quoi faire une petite pastille du soir. Un bouquin fantastique. Et je me suis dit, allez, faut pas se priver, faut partager dans la vie. Donc je vais vous parler de Plus noir que vous ne pensez, de Jack Williamson. C'est un livre cher à mon cœur. Un livre que personne ne connaît malheureusement, à part les hardcore fans de la science-fiction de l'âge d'or. Alors d'abord, je voudrais vous parler de Jack Williamson parce que c'est un de mes écrivains préférés de tous les temps. C'est un des écrivains qui fait partie de la bande des précurseurs de l'âge d'or de la science-fiction américaine. Si vous écoutez mes podcasts, je sais que vous ne devez pas être nombreux, mais si vous écoutez mes podcasts souvent, je vous parle souvent de quelques écrivains américains des années 20-30 qui, comme je vous le dis, ont été des précurseurs dans le genre, comme Edmond Hamilton, j'avais fait, je crois, mon deuxième podcast sur Captain Future, ou comme sa femme, Lee Brackett, qui, comme je dis souvent, a écrit le scénario de l'Empire contre-attaque, mais a surtout écrit tous les romans de Eric John Starr, qui a écrit une saga qui s'appelait Le Livre de Mars, et d'innombrables autres romans de SF. Et des polars, il y avait aussi leur pote E.E. Doc Smith, qui a écrit la saga du Surfulgure, qui est sortie en France il y a bien longtemps, dans les petits poches SF Albin Michel, qui était tout argenté. Et il y a donc Jack Nicholson, il fait partie, on va dire, de ce quatuor là, d'irréductibles auteurs qui ont commencé à écrire dès les années 20, à la fin des années 20. Déjà, notre ami Williamson, là, c'est un de ceux qui a vécu le plus longtemps. Il est né en 1906 et en 1908 pardon, et il est mort en 2006. Donc 98 ans, c'est pas mal, hein. Je dis souvent que la SF ça préserve quand on a le sense of wonder. Et donc comme tous ces auteurs, ça a été un pulpster. Un pulpster parce qu'il écrivait dans les pulps. À l'époque, il n'y avait pas de paperback comme ils disent, il n'y avait pas de livre de poche, il n'y avait pas. En tout cas, c'était très rare. Bien sûr, une fois que ce type d'édition est apparu, toute leur parution dans les pulps ont migré vers les livres et ils en ont vendu des millions. Mais donc Williamson, comme ses amis, en plus ils étaient potes en plus pour de vrai, là, le souci avec Hamilton et Brackett et Doc Smith, euh, ils ont fait Flores dans les pulps comme Amazing Stories, Wonder Stories, Astounding Stories, Weird Tales et tous les autres pulps. Et il est très connu, bah, déjà dans le monde entier, aux États-Unis, euh, pour donc ses écrits de SF, mais il est très connu mondialement et surtout en France pour un cycle qui s'appelle La Légion de l'espace. Alors pareil, ça a d'abord paru dans cette fameuse collection argentée là, de poche chez Albin Michel. Il y avait 3 volumes. Et ensuite, le Bélial a eu la bonne idée au tout début de ces éditions, là, quand ils ont fait des omnibus de plein de grands justement de cette époque. Justement, il y a Brackett, ils ont 2 omnibus de Brackett, ils ont quasiment tout Poul Anderson, qui est arrivé un peu plus tard, mais qui fait partie pour moi de la même équipe. Et ils avaient appelé cet omnibus ceux de la Légion. Donc je vous encourage déjà à lire ce cycle. La Légion de l'espace, c'est fabuleux. Fabuleux. Et donc, alors en France, il a été édité chez tous les grands éditeurs historiques de SF, hein. Donc chez Albin Michel, chez Pocket, chez Neo. Chez Neo, ils ont un ou deux de ses écrits. Chez Folio SF, en tout cas, il est facile à trouver. Mais il y a un bouquin que peu de gens connaissent de lui, et c'est Plus noir que vous ne pensez. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de celui-là en particulier et pas de la Légion de l'espace par exemple? Bon, vous inquiétez pas, hein, la Légion de l'espace, je vous en parlerai, c'est sûr et certain. Mais celui-ci, en fait, c'est parce que c'est un bouquin qui prend l'angle des loups-garous et des vampires, mais d'une manière totalement originale
et unique en fait. En tout cas, j'ai jamais lu, et Dieu sait que j'en ai lu sur ce thème-là, d'histoires qui prenaient l'angle fantastique là, des métamorphes là, et des vampires euh, de cette façon. Ça m'a rappelé en fait le Silmarillion. Alors bien sûr, hein, toute proportion gardée, mais à la fin du Silmarillion, vous savez, si on vraiment rentre dans le livre et qu'on y croit, en fait, on comprend pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'elfes, de nains, qui peuplent la Terre et que les êtres humains sont tout seuls en fait et que si on se balade dans la forêt, on tombe pas sur Elrond et si on fait une randonnée en montagne, eh ben, on tombe pas dans la Moria et sur des nains qui sont en train de tailler des gemmes parce qu'en fait, à un moment donné, ils se sont lassés, le monde est devenu courbe et Valinor a disparu sur un autre plan. Et ben en fait, c'est un peu pareil cette histoire de Williamson. Ça commence, en plus, on sent le côté pulp justement des années 30 là. C'est que ça commence comment? C'est quoi le pitch du bouquin? Une expédition revient du désert de Gobi avec un coffre qui contient un terrible secret. La preuve que depuis 100 000 ans, un clan secret dissimulé parmi les vrais hommes travaille à la perte de l'humanité. Mondrick, le chef de l'expédition, annonce que le messie de ce clan, l'enfant de la nuit, doté des plus grands pouvoirs, va bientôt apparaître parmi les hommes. Will Barbie, le héros de notre histoire, c'est un journaliste, assiste à l'arrivée de cette expédition, là, au retour, et rencontre une superbe femme rousse, donc déjà c'est pas mal, April Bell, dont il tombe amoureux. Il va mener son enquête et découvrir progressivement sa véritable nature. Donc voilà, c'est le pitch. Et pendant tout le livre, il n'y a pas un seul loup-garou qui pointe son nez. Il n'y a pas un seul esprit démoniaque de la nuit qui vient. Mais en fait, tout doucement, il y a une tension qui se crée, c'est palpable, ça rend fou, il y a une espèce de suspense, on se dit, on attend tous les loups-garous. Et bien sûr, je vais pas vous spoiler le twist final, mais c'est à la fin qu'on se dit, waouh, Jack, mon pote, t'es un bon. Tu m'as expliqué pourquoi, en fait, euh, tout le monde croit aux loups-garous, mais personne ne les voit. C'est fantastique. Et on passe par tous les états avant, toutes les étapes avant d'arriver à cette fin là. Euh, on passe par la psychiatrie, on passe par l'enquête journalistique, on passe par la folie, on passe par le doute. C'est mené de main de maître. Et c'est un tout petit pocket. Alors ça a été réédité un peu en édition de luxe. Je crois que c'est les éditions du Rocher qui ont fait une espèce de semi-poche il n'y a pas très longtemps, avec une belle trace de griffes de loup justement sur la couverture. Et je l'avais racheté justement comme ça. Sinon il existe en pocket. Et donc je l'avais relu et bah, ça n'a pas perdu. Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, hein. C'était vraiment au début quand je farfouillais et que j'étais tombé justement sur tous ces auteurs et que je lisais tout ce qui me tombait sous la main de leur fête quoi. Et ça me plaisait vraiment. Ça me plaisait vraiment. Alors je me suis dit peut-être que c'était l'enthousiasme de la jeunesse et je l'ai relu, je l'ai mangé, je l'ai dévoré et c'est toujours bon. C'est toujours bon. Donc j'ai eu envie de vous partager, de vous faire partager cette petite perle parce que je sais que Jack Williamson, malheureusement, il est inconnu en France. Et il n'y a pas que lui, hein, toute cette équipe-là de Pubster, là, comme je vous dis. Et je sais que maintenant, on va dire quasiment 100 ans après leurs premiers écrits, la plupart, surtout de la jeune génération, se dit que de toute façon, ça leur parlera pas s'ils lisent justement des bouquins qui ont 80 voire 100 piges, mais en fait non. Les anglo-saxons, comparés aux français, enfin, bien que ça tend à changer, on va dire, depuis quelques années, parce que justement, il y a toute une génération d'auteurs maintenant français qui, comme moi, par exemple, a dévoré ce genre d'auteurs dans leur jeunesse et ils restituent un peu ce genre de récit. Mais à cette époque-là, on appelait ça le sense of wonder. Pour, aux États-Unis, en Angleterre, ils essayaient de développer le sense of wonder. Et moi, pendant longtemps, c'est pour ça que j'ai pas aimé, surtout en ce qui concerne les récits de genre, j'ai pas aimé les récits français parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas du tout, justement. Alors que Hamilton,
Williamson, bien sûr le plus grand d'entre eux, Edgar Rice Burroughs, et lui, un jour je vais vous faire un podcast de 10 000 heures sur lui, parce que c'est le plus grand pour moi, avec Robert Howard, et d'ailleurs Robert Howard aussi. Ils arrivaient à nous capter avec la première phrase la plupart du temps. Et il y avait ce sense of wonder qui faisait que de toute façon, même si on peut estimer que c'est peut-être des récits naïfs, parce que bien sûr c'est pas de la hard science-fiction, ils nous expliquent pas comment fonctionne un moteur hyperespace, mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'à la base c'est pas pour ça qu'on a lu le bouquin. On a lu le bouquin justement pour le sense of wonder, pour plonger dans un monde fabuleux et être coupé justement de la réalité pendant tout le temps de la lecture. Et ben en tout cas c'est ce que Williamson arrive à faire. Et encore une fois je vous encourage à lire ses écrits. Alors voilà, c'était une petite pastille vraiment très courte de 3 heures du matin, parce que je me suis dit, on peut essayer tous les formats. Hmm. Des fois je fais des podcasts d'1 heure, des fois de 20 minutes. Là je pense que je vais même pas atteindre le quart d'heure, même en meublant un petit peu à la fin. Là. Mais en tout cas voilà, c'était pour vous parler de Jack Williamson. Et malheureusement en France, si jamais vous, après avoir lu ce livre, vous avez envie de lire d'autres de ses livres, euh, bah, à part La Légion de l'espace, qui est maintenant disponible même chez Folio, si vous voulez pas l'omnibus du Bélial. Les autres écrits de Williamson, ils sont durs à trouver, parce qu'il y a par exemple un livre d'or de la SF. Alors, les plus jeunes d'entre vous, si jamais vous m'écoutez un jour, vous savez pas ce que c'est cette collection, mais chez Press Pocket ça existe toujours. Pendant des années, ils ont édité une collection qui s'appelait les livres d'or de la SF. Et donc, ils prenaient les plus grands auteurs de la science-fiction et de la fantasy, et sous forme de poche, ils éditaient une anthologie en fait, une présentation de leurs meilleurs textes. Et ils sont tous extraordinaires. Moi j'ai mis des années à compléter cette collection, et parmi ces livres d'or de la SF, un peu plus tard ça s'est appelé le temple de la SF, mais c'est toujours les mêmes. Il y a un livre d'or de Jack Williamson qui s'appelle Mille soleils, je crois. Et c'est pas mal parce que justement il y a plein de nouvelles et quelques romans courts et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, il y avait chez Neo, alors c'est les nouvelles éditions Sval, c'est la fameuse collection de fantastique avec les couvertures de Nicolet. C'était la première collection par exemple qu'avait édité les Robert Howard. Il y a je crois, Jack Williamson chez eux, ça s'appelle Les Dents du Dragon. Sinon, aux éditions Garancière, alors ça, si vous arrivez à les trouver, pareil, c'est l'édition qui était en semi-format, qui était jaune. Et il y a un titre qui s'appelle Sans doré, je crois, de Williamson. Et alors après, à compte d'auteur, ça, je pense que vous le trouverez que sur internet, mais c'était pas mal du tout. Il avait écrit, je vous avais dit, La Légion de l'espace, et en fait, il a fait aussi La Légion du temps. Et ça, c'était bien, c'était vraiment bien. Et ça coûte pas très cher si vous le trouvez. Mais sinon, paradoxalement, celui que vous pouvez trouver le plus facilement, c'est celui-là, là, plus noir que vous ne pensez, parce que, comme je vous dis, c'est ressorti là, il y a pas longtemps en édition de luxe. Ah, il y a aussi aux moutons électriques, pareil. Vous savez, ils font des éditions pareilles, un peu grand format, mais presque à l'italienne, rectangulaire. Il avait écrit avec un autre auteur qui s'appelle, j'ai un trou là, mais ça s'appelle Le Pont sur les étoiles. Et c'est ressorti. C'est ressorti il n'y a pas longtemps là. Et c'est ressorti en poche aussi chez Helios. Parce que Helios, vous savez, c'était Actu SF et je sais plus la Talente, je crois. Il y avait deux trois éditeurs qui avaient décidé de se fédérer pour faire une édition poche un peu quali qu'ils ont appelé Helios. Alors, ils ont sorti plein de titres et parmi eux il y a un Jack Williamson. Donc voilà, j'ai meublé un petit peu en vous disant que vous pouviez trouver les titres de Williamson chez les éditeurs français. Ça fait un quart d'heure. Mais en même temps, c'est vraiment un titre informatif. Ah oui, sinon, il y a bien sûr, celui qui est le plus connu à part la Légion de l'espace, c'est les humanoïdes. Les humanoïdes. C'est en poche, au livre de poche. Et je crois que ça a été édité aussi chez Pocket, chez Press Pocket. Et pareil, c'est une histoire assez célèbre sur des mutants qui se font poursuivre.
Et donc ça, faut lire aussi de lui. Donc voilà. Je pense qu'un jour, je ferai. Parce que je pense que je vais commencer à faire des podcasts thématiques sur des auteurs plus que sur des œuvres. En tout cas pour les auteurs que j'aime bien. Donc un jour, je ferai un vrai podcast assez long et bien documenté sur tous ses œuvres, tous ses écrits, son histoire, sa bio, tout ça. Mais je vous encourage encore une fois à lire de Williamson et à lire ses potes. À lire Edmond Hamilton, à lire Lee Brackett, à lire Doc Smith, les éditions Rivière Blanche. Alors, avant, ils étaient facilement trouvables, même à la Fnac et chez JBA, mais je sais pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter de travailler avec eux. Maintenant, en fait, il faut aller sur leur site. Mais c'est pas très cher, et eux, ils font vraiment un travail de défrichage justement des auteurs de l'âge d'or, un peu comme Calidor. Et eux, ils ont sorti l'autre cycle de Doc Smith qui est célèbre, c'est le cycle de Skylar Duquesne. Et parce que je vous dis, nous, en Albin Michel, on a les Fulgures, la série des Fulgures. Alors, pareil, ils sont durs à trouver maintenant, mais sur le net, c'est facile, si vous avez les moyens. Parce que sur le net, ça s'envole quand même. Mais sinon, là, en neuf, là, c'est des omnibus en plus, je crois qu'il y en a deux ou trois. Pour 40 euros, vous avez, je crois, l'équivalent de 3 ou 4 romans. Alors c'est un peu cher, c'est vrai, mais vu que c'est la seule édition. Et Doc Smith, c'est bien, il faut lire Doc Smith. Bon, allez, je vous embête plus trop, c'est vraiment du meublage pour rien. On va dire que c'était une pastille âge d'or de la SF. Non, pas âge d'or, euh, âge du pulp de la SF. Parce que l'âge d'or, c'est après. Vous savez, c'est dans les années 40, 50, c'est Heinlein, Von Vogt, Asimov et compagnie. Bon, allez, si vous avez apprécié cette petite pastille, n'hésitez pas à partager le podcast, à commenter, à mettre des étoiles, à me tirer des abysses sans fond de Podcastland, parce que je vous avoue, je le dis souvent, mais vu qu'il n'y a personne qui écoute, je vous avoue que j'ai l'impression de parler tout seul. J'aimerais bien que ce podcast soit un peu plus partagé. Après, je comprends, hein, je sais que moi je mets pas de musique par exemple, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro, il n'y a pas d'invité. Souvent je m'égare un peu. Vous savez pourquoi je mets pas d'intro et d'outro? En fait, j'ai jamais compris pourquoi cette obsession de la musique, même dans les émissions de radio. Enfin, moi je sais pas, quand j'écoute un podcast, j'ai pas besoin de musique. Des fois, il y a même des interruptions, on nous passe un. Je m'en fous en fait, moi. Ou des bruitages, ou. Si le sujet me plaît, au contraire, ça me sort du sujet. Et la deuxième raison, c'est que j'ai même pas de logiciel là, de montage et j'ai juste un micro et l'hébergeur c'est Ocha et ça me permet pas de faire des intros et des outros. Peut-être que j'y arriverai un jour, hein. En même temps, je suis un vieux qui connaît pas grand chose en informatique et c'est déjà pas mal ce que j'arrive à faire. Ouais, ça fait un peu vieux con, je vous avoue. Bon, là, j'ai vraiment dépassé les limites du podcast. À dire n'importe quoi. À bientôt, les mangeurs de livres. Amusez-vous avec des loups-garous. Ciao.